Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel atelier ici sur le salon World Efficiency. Alors, vous connaissez tous les termes d'éco-quartier, de quartier durable, de quartier bas carbone, de quartier vert. Toutes ces étiquettes sont à la mode, mais parfois elles ne résistent pas toujours à l'épreuve du terrain. Alors, on va se sortir un peu de ce monde de la communication ce matin pour coller au terrain avec un exemple de projet d'aménagement urbain exemplaire. Et cet exemple, c'est le projet Nanterre Cœur de Quartier. Alors, j'ai la chance d'avoir 3 invités pour en parler à mes côtés. On va faire un petit tour de table. Peut-être en commençant avec Céline Crestin, on va vous donner un micro s'il n'est pas très loin. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes directeur de l'aménagement urbain au sein de l'EPADESA, soit l'établissement public d'aménagement de la Défense Seine-Arche. Voilà, je ne me suis pas trompé. Absolument. Autrement dit, vous êtes l'aménageur d'un territoire qui intègre la Défense, mais aussi d'autres communes. Est-ce qu'on peut dresser un petit tour du propriétaire? Tout à fait. L'opération d'intérêt national de la Défense Seine-Arche se développe sur les communes de Nanterre, Puteaux et Courbevoie. Et en fait, c'est l'aménagement de l'ensemble de la Défense et puis du projet qui se développe derrière la Grande Arche jusqu'à la Seine. Parfait. À vos côtés, Pierre Doisonville, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet urbain chez Bouygues Immobilier et donc vous êtes le prometteur de ce projet Nanterre de cœur de quartier. On peut le résumer comme ça? Exactement. Je ne suis pas tout seul, mais je fais partie de l'équipe. Ouais. Bon, et vous le représenterez très bien, j'en suis sûr, ce matin. À votre droite, Anne Carcelin, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes directrice et architecte associée au sein de l'agence François Leclerc et vous avez travaillé sur ce projet de Nanterre. Quelques mots sur votre agence? On a autant de projets urbains que de projets d'architecture. On construit des bâtiments BEPOS pour un peu nous situer, des bâtiments en bois notamment aussi. Donc on est un petit peu très au courant de ce qu'ils expert font. sur Voilà. ces sujets. Bon, maintenant que les présentations sont faites, je vous propose de fonctionner de la façon suivante. On va commencer par revenir sur la genèse du projet et puis l'approche retenue par Bouygues. On verra ensuite les différentes thématiques qui font de ce quartier un quartier exemplaire et un quartier bas carbone. Et puis on s'interrogera pour finir sur le caractère agréable pour les habitants de ce futur quartier, à la fois sa livraison et puis dans les années qui suivent, on sait que c'est un sujet important. On va commencer par raconter l'histoire par le commencement. Céline Crestin, peut-être resituer ce projet de Nanterre Cœur de Quartier. Quel est le contexte géographique local? Comment il a émergé? Oui, tout à fait. Alors, on est au sein de l'opération d'intérêt national de la Défense Seine-Arche. Le projet se développe autour de la station de RER A Nanterre Université, un endroit où la station était censée être provisoire. Elle a duré 40 ans. Le projet s'articule avec la transformation de cette gare qui va ouvrir à la fin de cette année. On est à 2 km de la Défense, de la Grande Arche, et à peu près à 5 km de Paris, à l'ouest. C'est un site très contraint, lié notamment aux infrastructures. Il y a 2 branches du RER A, une ligne du Transilien, une voie départementale qui est presque une voie rapide et la 14 qui est tout près, qui est enfouie. Donc un contexte qui a une topographie particulièrement compliquée, qui donne des contraintes fortes pour développer un projet immobilier. C'est aussi une parcelle, le projet de cœur de quartier se développe sur une parcelle qui est peu ergonomique, peu efficace. Donc beaucoup d'habileté et d'ingéniosité de la part des concepteurs pour développer un projet urbain à cet endroit. C'est aussi un projet qui se développe sur le temps long. Les premières discussions ont démarré il y a 10 ans. Il y a eu de lourds investissements, notamment publics, sur la transformation de la gare. Donc l'enjeu de transformation, il est vraiment important. C'est aussi un quartier qui est c'est une parcelle de terrain ferroviaire à la base et qui se situe à l'accroche entre un quartier d'habitat social qui s'appelle les Provinces françaises, une cité des années 50, et de l'autre côté, l'université de Nanterre, qui regroupe à peu près 35 000 étudiants, qui existe depuis les années 60. Et l'idée du quartier, c'est vraiment de faire couture urbaine entre ces différentes composantes du quartier et d'amener animation, commerce et une vraie centralité. Des vrais services. Bon, il y a beaucoup d'étudiants aujourd'hui avec nous, peut-être il y en a de Nanterre. Donc on l'a dit, une zone en forte contrainte. Comment, pour un aménageur comme vous, vous avez traduit ces enjeux dans ce projet bas carbone? Comment vous les avez traduits dans le cahier des charges de cette compétition? Alors, c'est un projet qui fait partie d'un grand ensemble qui s'appelle la ZAC Seine-Arche, donc un projet de 600 000 m² qui se développe sur une cinquantaine d'hectares. L'enjeu principal à cet endroit particulier, comme je le disais, c'est la couture urbaine, faire lien entre des quartiers qui préexistaient mais qui souffraient d'enclaves et de problématiques de lien pour aller de part et d'autre. Un enjeu de mixité sociale et surtout fonctionnel. Il y avait un petit pôle commercial autour de la gare provisoire qui a duré
des années. L'idée, c'est d'amener de nouveaux usages, de développer de l'activité culturelle et également commerciale, et de s'adresser aux publics qui sont très variés là. Il y a des habitants, il y aura des salariés, il y en a déjà, et puis il y a les étudiants. Et donc l'idée, c'est d'avoir une offre de services et de commerce qui répondent aux attentes de l'ensemble de ces usagers. Une nouvelle centralité commerciale, tout en étant complémentaire avec le centre-ville qui se situe à une station de RER. Il s'agit d'amener de nouveaux commerces. Il s'agit aussi de contribuer au rayonnement de l'université et pour nous, établissement public d'aménagement, d'amener du rayonnement qui complète l'offre existante à la Défense. On a aussi de forts enjeux d'innovation. C'est un quartier qui est extrêmement bien desservi, qui va être très regardé. L'enjeu d'innovation, d'économie d'énergie et de sobriété énergétique, c'est un vrai enjeu, mais avec la contrainte que les investissements publics sont très importants dans le quartier, sur la ZAC, notamment autour des enjeux de transport urbain avec la rénovation de la gare. Donc l'idée, c'était de trouver un partenaire qui portait les investissements complémentaires autour de l'énergie, autour des infrastructures de stationnement. Donc c'était ce double enjeu, il était là. Avec un choix architectural, pardon, c'est pas facile à dire en début de conférence. Oui, tout à Quelle fait. optique ? L'enjeu, il est de réussir un quartier dense qui soit très agréable à vivre. On est très bien desservi par les transports de façon assez exceptionnelle, donc il y a une vraie possibilité d'aller créer de la densité à cet endroit, mais l'enjeu est de créer une densité de qualité urbaine, avec de la lumière naturelle dans les logements, un ensoleillement optimisé. Donc le travail de l'architecte, il doit être très fin pour réussir à concilier les objectifs de densité et de qualité urbaine. Très bien, on va en parler évidemment largement avec vos voisins. Juste avant, petit rappel sur le calendrier à la fois de la compétition, des travaux, de la livraison. Donnez-nous peut-être un peu la timeline de ce projet. Tout à fait. Étant donné la complexité du projet, on avait des objectifs de mutualisation de stationnement, d'un opérateur de commerce qui s'engage sur la durée. On a à peu près 450 logements, 30 000 m² de bureaux. On avait vraiment l'optique de désigner un seul maître d'ouvrage, associé d'experts et d'un concepteur de qualité, mais notre cible était vraiment désigner un concepteur. On s'est dit aussi que les opérateurs immobiliers nous amèneraient des idées constructives et différentes de celles qu'on pouvait avoir au préalable. Donc on a donné la place à une démarche de dialogue compétitif sur une base de cahier des charges qui était contraint, mais qui laissait quand même beaucoup de marge de manœuvre. Possibilité avec les trois groupements de nous faire des propositions concrètes. Et sur quelle date ? Alors ça s'est déroulé de janvier 2013 à mars 2014 à peu près, cette phase de dialogue compétitif, à l'issue de laquelle on a désigné l'équipe Bouygues Immobilier, associée à Urbanera, la filiale grand projet urbain de Bouygues, et l'agence Leclerc. Ça, c'était quand, la désignation ? C'était désignation mars 2014. Premier coup de pioche donné tout début d'année prochaine. Les premiers permis de construire sont délivrés maintenant. On a arrêté le choix de l'ensemble des concepteurs des projets. Donc on passe en phase opérationnelle. Et maintenant. la livraison La livraison va s'échelonner entre 2018 et 2019. À peu près. Allez, jusqu'à 2020. Pierre demande un petit peu de rap sur le côté. On va passer la parole donc aux lauréats de cette compétition. En commençant peut-être par Pierre. Pour les gens qui sont dans la salle, qui n'ont pas forcément entendu parler de ce projet, est-ce que vous pouvez nous en donner les très grandes lignes de l'approche que vous avez retenue, et sans dans le détail des thématiques, parce qu'on le verra ensuite, mais voilà, un petit tour du propriétaire pour commencer. Alors déjà, on a dit oui, et on est allé dans le sens de tout ce que les PADESA avaient déjà prévu. On s'est inscrit dans l'historique de tout le travail amont qu'avaient fait les PADESA, qui est un travail colossal, parce que Céline l'a bien expliqué, c'est un travail historique, c'est un travail de long terme avec beaucoup de rebondissements. Donc on a conscience qu'on arrive en milieu de parcours. Ensuite, on a souscrit, on a adhéré à cette démarche de fédération de tous des quartiers environnants, d'ambition architecturale, d'ambition énergétique, certes. On est venu rapporter une touche spécifique qui est la touche du maître d'ouvrage, du promoteur. C'est tout ce qui est usage, tout ce qui est programme. On a développé un peu plus, on a un peu plus musclé le programme de commerce. On a voulu le positionner en rez-de-chaussée de tous les bâtiments, donc avoir une dimension urbaine et en même temps une dimension de gestion de centre commercial, donc allier l'efficace et l'agréable et l'urbain. Et on est venu surtout apporter un équipement, ou deux équipements d'ailleurs, qui sont structurants pour nous, que sont le cinéma et le Smart Maker, un atelier de création numérique, pour créer un forum, et je laisserai notre architecte urbaniste en parler mieux que moi, pour créer vraiment une densité urbaine, une densité programmatique, et créer un lieu de destination.
Si je peux résumer le projet, je m'arrêterai là. On peut aller dans le détail si vous le souhaitez. Moi, j'avais c'est noté, l'essentiel. quand on avait préparé cet atelier, finalement 3 axes forts, une approche architecturale, on en parlera largement, une approche environnementale et une approche service. On pourrait le résumer un peu comme ça sur ces 3 piliers-là. Alors, si on décline, oui, on a l'approche architecturale qui a été d'abord une approche urbaine, ensuite une approche archi qu'on vient décliner avec les différents concepteurs qu'on désigne au fur et à mesure. On a fini de les désigner, avec un socle qui donne une cohérence générale du quartier, une identité au quartier, et ensuite des émergences au-dessus de ce socle, qui sont des émergences où l'architecte est plus libre de sa conception. Ensuite, on a une dimension d'innovation, innovation dans l'énergie, innovation dans les usages, innovation dans la mutualisation des stationnements, On en reparlera. on en reparlera, et un axe service. et un axe service, donc, qui est lié au commerce bien sûr, et qui est lié à toute une dimension numérique et de conciergerie, dont on pourra reparler après si vous voulez. Avant de passer la parole à Anne, juste en quelques chiffres, rappelez-nous un petit peu en termes de logement, de mètres carrés, pour les gens Alors, qui connaissent mal 34 000 mètres carrés, Mhm. donc entre 450 et 500 logements. On a 27 000 mètres carrés de bureaux, en deux ensembles de bureaux, un bureau multi-utilisateur, donc destiné à être découpé, qui accueillera à l'intérieur un tiers-lieu, un lieu de coworking, qui a toute sa place à côté d'une gare, surtout à cet endroit à côté de la Défense, et un immeuble Green Office, développé sous notre marque Green Office, qui est un immeuble à énergie positive, plutôt destiné pour des grands sièges sociaux. Donc ça, c'est les bureaux. Et puis des commerces 13 000 mètres carrés de commerce en tout, sur tous les pieds d'immeuble, qui comprend un cinéma de 10 salles, environ 1500 places. Et je termine le quiz avec les places de stationnement. Total 920 places de stationnement, 919, bon, le dessin est encore en cours, dont à peu près 650 qui seront à terme mutualisés entre logement, bureau et commerce. Bon, c'est bien, vous avez bien révisé, vous avez réponse à tout, Pierre. Je vais me tourner vers Anne pour revenir évidemment sur l'approche architecturale. D'abord, en parlant un peu de votre parcours, parce que quand on a discuté ensemble, vous m'avez dit que cette approche de l'architecture verte ou durable, vous avez été assez pragmatique là-dessus, ça arrivait au cours de votre parcours, donc expliquez-nous un peu comment vous y êtes venu. Oui, en fait, on a une double casquette. On a une casquette à la fois urbaine parce que depuis très longtemps, François Leclerc s'intéresse d'abord au contexte. Il va maintenant jusqu'au contexte géographique et topographique très très loin, y compris l'histoire, et pour aller jusqu'à l'architecture. Et le développement durable n'est pas, je dirais, un bonbon qu'on rajoute sur un gâteau, mais c'est vraiment aussi une façon d'envisager la conception. Donc on s'est fortement intéressé à ça à partir du moment où on a pu commencer à travailler avec les ingénieurs sur la conception propre des bâtiments. Et ça ne s'arrête pas uniquement à quelques notions techniques ou même à des matériaux biosourcés tels que le bois. Mais c'est aussi toute une façon de réfléchir. Et donc, quand on réfléchit l'urbain, on réfléchit déjà ainsi. Et en termes de programmation, ce qui est très intéressant sur Cœur de quartier, c'est l'empilement des fonctions. On voit sur la maquette assez peu cet empilement des fonctions. Bien sûr, il y a les commerces à rez-de-chaussée et les parkings en sous-sol. Mais vous avez plusieurs tranches napolitaines d'un rez-de-chaussée augmenté qui fabrique un forum central dans lequel vous avez les cinémas, le smart maker, et tout ça crée une mixité d'usages et une certaine densité. Alors on a parlé de la densité comme une nécessité de rentabiliser un petit peu un réseau ferré un peu compliqué et un terrain très très difficile, mais c'est aussi une façon de rentabiliser la dépense carbone. Et ça, c'est très très important. Ce n'est pas qu'un outil pour rentabiliser le foncier, c'est aussi un outil pour rentabiliser la construction. Et la mixité, ça amène l'usage. Quand vous mélangez des logements sociaux, des logements en accession, mais aussi des gens qui travaillent, des gens jeunes, des gens vieux, des gens de différents horizons, vous mélangez les usages. Et en mélangeant les usages, vous créez un temps d'occupation important. Allez-y. Et c'est ça qui est très important. C'est une façon non négligeable de travailler sur des bâtiments bas carbone. D'accord. C'est-à-dire que quand vous faites une salle de cinéma, il faut savoir qu'une salle de cinéma, c'est très très peu rempli, à part les week-ends. Ça a un taux d'occupation de 15%, ce qui est très très peu sur l'usage d'un bâtiment, que la salle soit pleine ou vide, on la chauffe. Par contre, si vous ouvrez cette salle de cinéma à différents usages, que vous la mettez à proximité de bureaux. Les bureaux peuvent trouver des salles de conférence, les usagers, les habitants peuvent trouver des salles de concert, les écoles peuvent trouver des projections le matin,
et tout d'un coup, vous démultipliez votre usage et vous rentabilisez, si vous voulez, la dépense énergétique de ce bâtiment, qui, après tout, est un bâtiment intéressant pour tous. Donc, on ne doit pas s'interdire de faire des bâtiments intéressants, simplement, il faut les considérer autrement. Et en même temps, on les rentre, d'une certaine manière, dans un bilan économique. C'est-à-dire que la dépense carbone, puisque c'est un peu notre sujet d'aujourd'hui, la dépense carbone, elle est aussi une dépense économique. Et quand les maîtres d'ouvrage comprennent ça, tout d'un coup, en ouvrant des plages horaires, des usages différents, une mixité qui ont un impact non négligeable sur la qualité de vie. On verra s'il y a des photos tout à l'heure. On en parlera voilà. du confort. Donc tout ça participe finalement d'un coût carbone partagé entre différentes opérations et donc amoindri. Voilà. Juste avant de voir ces différents points et ces différentes thématiques qui font de ce quartier un quartier bas carbone, un mot sur la conception. On en a parlé en introduction. Pour un architecte, c'est un challenge relevé de travailler sur un projet comme celui-là. J'imagine que c'est motivant, mais en quoi c'est peut-être un peu plus complexe que d'autres projets? Ce qui est très motivant, c'est le pari du cœur de quartier. Donc la finalité, c'est que les gens qui viennent travailler là, vivre, les étudiants qui traverseront ce quartier, traverse un quartier agréable. C'est la finalité de tout travail que nous faisons tous ici, c'est que pour que ça fonctionne et que ça dure dans le temps, ça c'est aussi très important, il faut que le confort et le côté agrément soient là, et la pérennité de cet agrément. Donc c'est une histoire de programmation, c'est une histoire aussi un petit peu d'architecture. C'est pour ça que d'ailleurs il y a eu un certain nombre de concours pour déterminer les architectes. Mais une fois que les architectes sont déterminés, ça ne suffit pas. On travaille avec eux pour améliorer et perfectionner le produit, que ce soit du bâtiment de logement ou de bureau, et dans différents workshops. Et c'est ça qui est très très intéressant, parce que justement c'est agréger toutes les énergies de chacun pour bâtir ce projet qui est quand même d'une certaine ambition. Très bien, on voit les différentes étapes. On va rentrer dans le détail de ce quartier, peut-être avec Pierre. On va voir un peu, ça va être un peu un catalogue, mais les différentes thématiques qui font de ce projet de quartier un quartier bas carbone. On va naturellement commencer par les transports. Un mot sur les initiatives intéressantes qui sont mises en place sur ce projet en termes de transport. Alors juste pour expliquer pourquoi on va s'intéresser d'abord au transport, dans notre approche de créer un quartier qui soit bas carbone, on a réalisé en première approche une analyse du cycle de vie à l'échelle du quartier. Cette analyse du cycle de vie nous a montré, on le savait quand même, on avait une légère intuition, mais que c'est surtout dans l'exploitation, dans la phase d'exploitation, la durée de vie de cet ensemble d'immobilier, que se place tout l'enjeu du bas carbone. Beaucoup plus que sur la période d'exécution, de réalisation de cet ensemble. Donc, et dans les grandes thématiques d'exploitation, on a le transport, qui a un poids assez important, voire très important dans les émissions carbone. Et ensuite, on a les autres thématiques que peuvent être les matériaux, bien sûr, et puis l'énergie, bien entendu. Donc en transport, on a la chance de se situer à côté d'une gare, et un pôle multimodal, RER A, Transilien, à terme un tramway, un système de bus aussi. Donc on profite de cet espace-là. Et dans les transports, notre action, nous, de maître d'ouvrage d'un ensemble immobilier, c'est de dimensionner un parking et de gérer une mutualisation de ce parking pour réduire le nombre de places. Donc ça le nombre de places construites, mais sans réduire le nombre d'usages. Et ça, c'est fondamental, c'est-à-dire continuer à donner la possibilité à nos futurs acquéreurs ou aux futurs usagers du site les aménités dont ils ont besoin, et en même temps réduire le nombre de mètres cubes de béton qui sont coulés dans le sol. Ensuite, on a l'approche qui peut nous permettre de développer l'autopartage, les voitures électriques. Ça, on peut le faire, nous, en tant que Bouygues Immobilier, parce que à terme, Bouygues Immobilier Commerce sera le propriétaire des murs, et donc le gestionnaire, enfin le bailleur de ces murs, et donnera en gestion à la SEM de Nanterre, en l'occurrence, la gestion de ce parking. Donc on garde la main sur ce parking, donc on sait le gérer à la terme. Le temps passe vite, on va passer à la partie énergétique. Là encore, quelle sera l'approche? Quelle a été l'approche pour optimiser l'énergie sur ce quartier? On a un objectif de 40% d'énergie renouvelable à l'échelle du quartier. Ça, c'est les accords qu'on a passés avec les PADESA. Pour arriver à ce niveau assez ambitieux, on est sur un système de production centralisé d'une part, et ensuite un système de
récupération des énergies fatales, en tout cas des énergies produites par des bâtiments, le froid produit par le chaud et inversement le chaud qui est produit par la clim des bureaux. Pour faire court, on récupère ces énergies qui sont rejetées par les bâtiments pour en faire profiter les autres bâtiments. Le bureau crée du chaud très synthétique, très schématique, crée du chaud qui est utilisé pour les logements. Et ça, c'est une boucle d'eau qui dessert tous les bâtiments et on se sert de l'énergie, de la géothermie pour venir équilibrer cette boucle. Je vais encore vous demander des chiffres, je suis embêtant. Je crois que le taux d'énergie renouvelable sur le quartier, c'est de l'ordre de 40%. C'est ça. Et ensuite, si on parle de consommation pour les logements, pour les bureaux, qu'est-ce que ça donnerait Alors, on a un objectif pour les logements d'être à un niveau de 15 kWh par mètre carré par an pour le chauffage. Pour les bureaux, on a un objectif de RT-20%. Pour les bureaux, le bureau multi-utilisateur, et on a l'ambition de développer un bureau BPOS sur le bureau qui est sur notre marque Green Office. Un mot sur la biodiversité, qui est aussi un axe du projet. Alors un autre axe du projet qu'on a vraiment approfondi après le concours pour vraiment muscler cette approche. On arrive à avoir une approche à la fois commerciale, parce que c'est important pour nous de créer un cadre de vie qui soit agréable. Biodiversité, on a remarqué qu'on avait un ensemble de toitures à différentes échelles. Toiture haute, socle, toiture intermédiaire, qui représente un espace non négligeable. Et je tiens à préciser aussi que Wigimo n'est pas maître d'ouvrage des espaces publics. Donc on vient investir toutes ces toitures. Séparément, elles ont un effet assez peu important. Si on les intègre dans une démarche générale, on a une approche qui peut être très forte. Donc, et on différencie les espaces en toiture très haute sur de la steppe, sur les socles, on développe une végétalisation beaucoup plus importante. On crée un écosystème grâce à la mutualisation de tous ces espaces-là. Très bien. Juste un mot d'ailleurs pour terminer cette partie un petit peu sur les initiatives. Je voudrais revenir juste sur la mutualisation avec Anne. Vous l'expliquiez un petit peu tout à l'heure. Est-ce que c'est la fin des bâtiments à usage unique? C'est un petit peu l'idée de ce qui a été développé sur ce projet? Je ne sais pas si c'est la finalité des bâtiments à usage unique, mais en tout cas, les bâtiments publics tels que les lycées, les cinémas sont des bâtiments qui sont très très peu utilisés. Donc, si on démultiplie ces plages horaires et qu'on les rend ouverts à beaucoup plus de pratiques, alors oui, on va performer sur ces bâtiments nécessairement. Et c'est ce qui se produit d'ailleurs. Vous avez toutes les grandes marques de cinéma comme Pathé, UGC qui se tournent vers ces pratiques nouvelles. Cap Cinéma, entre autres, qui est le commanditaire de ce cinéma, lui a déjà aussi anticipé en imaginant des salles de concert. Donc c'est une tendance de fond. On peut le considérer comme une tendance de fond. Je dirais que c'est déjà lancé parce que de toute façon, ça s'inscrit aussi dans une histoire économique. 15% d'utilisation d'un bâtiment, sachant que le bâtiment de logement, c'est le plus, entre guillemets, le plus utilisé, c'est 60%. Donc c'est vraiment des questions de fond que, en tant qu'architecte concepteur, nous devons nous poser parce que ça participe aussi, c'est, je dirais, la petite couche supplémentaire, puisque pour refaire un petit peu d'histoire, très rapidement, parce qu'il y a des étudiants. Dans les années 70, on s'intéressait au chauffage, parce que c'était vraiment la dépense énergétique la plus importante. D'où ces réglementations thermiques qui sont venues alimenter sur les 5 postes définis. Maintenant, on arrive à des bâtiments très performants, des bâtiments BPOS, donc à énergie positive, c'est-à-dire que toute l'énergie consommée est produite par de l'énergie renouvelable, des photovoltaïques, etc. Et qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste comme travail encore à faire pour économiser de l'énergie, puisque économiser de l'énergie, c'est économiser des gaz à effet de serre. Enfin, tout ça, on le sait. Est lié, ouais. Est lié. Eh bien, c'est la construction du bâtiment. Et la construction du bâtiment, c'est 40% des dépenses énergétiques. Donc nous, en tant qu'architectes, concepteurs, Bouygues, etc., nous avons tous une responsabilité importante là-dessus. Et on a une action. Le transport, ça pèse lourd, mais c'est 30%. Contrairement à ce qu'on imagine, c'est quand même le bâtiment qui est la plus grande dépense. Et aujourd'hui, avec des bâtiments extrêmement performants en matière de consommation, eh bien, la plus grande dépense, c'est la dépense de construction. Vous voyez comment on est arrivé finalement à changer un petit peu des efforts du chauffage en installant les premières isolations dans les bâtiments, ensuite en performant et en mettant du photovoltaïque, des isolations extrêmement performantes, etc. On a tellement réduit les consommations qu'aujourd'hui, pour une durée de vie d'un bâtiment de 50 ans, eh bien,
son coût énergétique est 3 fois supérieur à sa durée de vie. Donc on comprend bien que maintenant, le travail de demain, c'est vraiment abaisser le bilan carbone. Parfait. On va terminer, il nous reste quelques minutes, on va parler de la notion de confort et on va commencer avec Céline. Mais juste avant, Pierre, pour un tout petit mot sur les coûts, est-ce qu'un quartier performant, comme on vient de le voir, c'est un quartier qui coûte plus cher ou pas forcément? Si on prend les choses suffisamment en amont, ça coûte un peu plus cher. Je sais pas, ça coûte plus cher, oui. Plus on prend en amont, moins la plus-value est élevée. Très bien. Un tout petit mot, un tout petit mot. Ça coûte plus cher, mais on s'y retrouve. Il faut le dire, ça, en termes de gestion. Bon, c'est sur le long terme. Céline, sur l'aspect confort, pour terminer un peu cette partie table ronde, ensuite on ouvrira le débat à la salle avec une séance de petites questions. Est-ce que la vie sera belle dans ce projet de Nanterre Cœur de Quartier? C'est quand même aussi votre métier. C'est notre objectif à tous, effectivement, de créer un quartier à la qualité de vie agréable. Pour rebondir sur le point précédent, l'idée c'est aussi de réduire la facture énergétique des futurs habitants. Ce qui est un motif de confort. C'est exactement un des motifs également, parce que être bien mais payer plus cher, il y a des contraintes budgétaires ensuite. Donc, je pense que l'équilibre entre les équipements, les services proposés, le travail sur les espaces publics qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer jusque-là, mais tout un traitement des terrasses qui se développent à proximité immédiate de cœur de quartier et le traitement de la biodiversité et l'intégration de biodiversité, ça créera des espaces de vie agréables, à la fois des espaces communs au sein des immeubles que des espaces ouverts à tous, notamment autour du forum qui se développe en cœur d'opération, et le lien avec la Cité des provinces françaises qui elle aussi fait l'objet de tout un programme de rénovation. Donc c'est une amélioration globale du quartier qui a tous les facteurs pour améliorer le cadre de vie. Et alors on peut imaginer qu'à la livraison, la vie sera agréable. Est-ce qu'on peut garantir la pérennité du projet? Parce que c'est parfois, on a eu des déconvenues dans le passé sur ces grands ensembles. Alors on soignera aussi la période de chantier. On n'a pas eu l'occasion de parler de la démarche artistique qui a été insufflée dans le programme et sur laquelle Bouygues a particulièrement bien répondu. Les phases de chantier qui vont être longues, on a pour objectif de les agrémenter et avec des chantiers faible nuisance bien entendu, mais aussi avec une démarche artistique qui viendra créer un fil rouge tout au long des phases de chantier et ensuite de leur mise en œuvre. Et puis sur l'aspect pérennité, bien entendu, l'idée c'est de livrer des bâtiments qui sont là pour au moins 50 ans, j'espère bien, et avec des choix de matériaux sur lesquels on est particulièrement vigilant sur les critères de durabilité. Mais c'est sûr que c'est un enjeu pas forcément très simple à piloter et à mesurer. On est beaucoup dans l'innovation. Il y a des expérimentations qui sont faites sur certains matériaux. L'idée, c'est de tirer le maximum d'expérience et d'obtenir du retour à d'expérience sur les opérations en développement ces derniers temps pour faire des choix éclairés de matériaux et également de choix technologiques, notamment sur les systèmes énergétiques. Très bien. Pierre, peut-être sur cette notion de confort et comment le garantir, parce qu'avant, j'ai l'impression que le métier du promoteur s'arrêtait une fois qu'on coupait le ruban. Maintenant, vous avez la pression sur 50 ans. Comment s'assurer que la vie sera confortable dans ce quartier? Alors, je ne sais pas si moi je serai encore là dans 50 ans. En revanche, un élément essentiel et qui fait partie de nos engagements, c'est quand sur la partie commerce, Bouygues Immobilier va rester propriétaire et bailleur de l'ensemble des coques pour au moins 5 ans, si ce n'est plus, si le projet fonctionne et qu'on y trouve aussi un intérêt fort, et on n'en doute pas. Ensuite, on a le gros travail qu'on fait en ce moment, c'est d'anticiper la gestion, donc en s'associant à des professionnels de chaque partie, de chaque secteur de métier, le parking, l'énergie. Et pour dire l'énergie, on a parlé de la production, on a parlé de l'exploitation. Je voudrais aussi citer MBX, qui est une filiale de Bouygues Immobilier et qui va venir rajouter une couche d'optimisation et de gestion de l'énergie à l'échelle globale du quartier, et qui va venir piloter réseau intelligent, le smart grid, exactement, et qui va venir créer des connexions entre tous ces programmes. On le fait par une boucle d'eau, par un tuyau. Il va falloir approfondir encore plus cette démarche, et c'est le travail d'MBX. Donc voilà, Bouygues Immo reste dans les murs pendant une certaine durée et s'associe avec d'autres partenaires qui, eux, dont le travail est de rester sur
50 ans, 25 à 50 ans s'il le faut. Très bien. Anne Carcelin, sur le même thème, en préparant cette émission, enfin cet atelier, j'ai une déformation parce que j'anime des émissions par ailleurs, donc cet atelier, vous m'avez parlé de densité confortable, c'est un peu tout l'enjeu de ce projet. Exactement. En fait, on parle de densité comme étant subie parfois, alors qu'en fait, c'est aussi un grand confort. Quand on est habitant, on trouve tout à côté. Bah, c'est formidable. Enfin, je veux dire, la densité, c'est aussi l'intensité de tout ce qui se propose à nous, que ce soit des commerces d'alimentation, des commerces même de vêtements, ou même des loisirs, tels que le cinéma. Et donc, avoir cette proximité entre les écoles pas loin, l'université, les réseaux de transport, et ben c'est ça l'intérêt de la densité. Voilà. Parfait. Bon, bah, on va peut-être passer à la séance de questions. Juste avant, un petit mot d'actualité. Je crois qu'il y a eu un trophée, Pierre, pour ce projet, c'est cela? On peut peut-être en Il y dire en a un eu mot. plein des trophées. On a eu récemment un prix d'argent au Festival Filmbact D'accord. dans la catégorie aménagement urbain et paysager. Bon, ça méritait d'être dit à cette c'est occasion. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle au sujet de ce projet. Et il y en a une juste ici. Alors, on a une petite gymnastique de micro parce qu'on n'a plus qu'un micro. Allez-y. Oui, bonjour, Xavier Normand, je suis consultant dans le domaine de la ville durable. Vous avez hésité à utiliser le mot écoquartier et puis vous êtes arrêté et vous avez parlé de cœur de quartier. Donc c'est un écoquartier, c'est pas un écoquartier, c'est quoi votre relation à ce label et à cette appellation? Une question de sémantique, allez-y. J'ai fait un lapsus parce que je travaille aussi sur l'éco-quartier Hoche qui fait partie de l'opération d'intérêt national également et que j'en parle au moins aussi souvent Cœur de quartier. La labellisation éco-quartier, on l'envisage pour Cœur de quartier. On ne s'est pas inscrit pour l'instant dans le remplissage de la grille pour postuler. Généralement, on s'inscrit dans ce processus-là tout au long de la conception. Donc pour moi, l'approche, elle a tout à fait été compatible, mais on s'inscrit dans la labellisation une fois qu'on est plus proche de la livraison pour moi. Donc c'est une question qu'on se posera un peu plus tard, mais en tout cas, je pense qu'on est tout à fait éligible à ce label-là, étant donné la démarche de conception sur la mixité, sur la concertation, mais également l'énergie. À mon avis, on aurait tout intérêt à être candidat, en tout cas. Voilà pour la réponse sur les écoquartiers. Est-ce qu'on a une autre question ? Moi, j'en ai peut-être une pour nos trois invités. C'est terrible avec les journalistes. On parle d'un projet, ils veulent toujours connaître le coup d'après. Donc, est-ce que vous êtes travaillé sur chacun respectivement sur d'autres projets de quartier ou de construction exemplaire dans vos différentes fonctions? On va commencer par Céline, pardon. Oui, tout à fait. Alors, à proximité de Cœur de quartier, à peu près, je dirais, ça commence à 100 mètres de l'autre côté de la route départementale que j'évoquais tout à l'heure. Nous sommes en train de bâtir un nouveau secteur d'aménagement qui s'appelle Les Grous. C'est lié à l'historique du quartier, un secteur qui va représenter une trentaine d'hectares, dont l'accessibilité va se développer particulièrement avec l'arrivée du Éole, qui partira de Saint-Lazare vers l'ouest, Mantes, et l'arrivée de la ligne 15 du Grand Paris. Donc c'est à la fois, là, à nouveau, un programme mixte, avec des enjeux forts d'amener de nouveaux services, de développer un quartier dense mais agréable, et encore plus près de la Défense. Donc l'enjeu est de développer de nouvelles aménités et de vraiment jouer la complémentarité avec les programmes tertiaires de la Défense, d'amener de nouveaux services, de nouveaux commerces, mais avant tout un programme important de logement. Et là encore, quel calendrier pour ce nouveau On prévoit projet ? de créer la ZAC vers le mois de mai de l'année prochaine, et les premières livraisons seront pour 2020, l'arrivée de la gare Éole, et se développera jusqu'à 2030. Très bien, rendez-vous est pris. Pierre, un projet peut-être à mentionner ou un bâtiment en cours de réalisation, de conception? Je vais sûrement travailler sur les gros. Bonne réponse.
Aujourd'hui, le Nanterre Cœur de Quartier m'occupe à 100% pour cette période en tout cas. Et on a bien sûr d'autres quartiers sur lesquels on travaille au sein de la direction Urbanera. On ne va pas tous les faire, mais on développe en tout cas cette approche-là, soit au niveau de l'aménagement, soit au niveau de l'ensemble immobilier mixte tel qu'on développe sur Nanterre. Donc il y a beaucoup de sujets. Oui. Et je sais que vous avez aussi des quartiers déjà en exploitation, enfin, qui sont sortis de terre. Est-ce que vous gardez un œil sur ces quartiers? Est-ce que comme ça on s'enrichit des expériences passées sur les différentes réalisations? On se parle au sein de Bouygues Immobilier, oui. On a différents quartiers qui ont été conçus et qui nous servent de retour d'expérience sur beaucoup de sujets. On a le quartier de Ginko, pour pas tous les citer, mais Ginko ou Fort d'ici. À Bordeaux, hein, c'est ça? Ginko à Bordeaux ou Fort d'ici à Issy-les-Moulineaux, qui sont vraiment pour nous des retours d'expérience très très forts dans ce qui a très bien marché et dans les points de vigilance. Parfait. Anne, même question, un projet ou une réalisation qui vous tient à cœur? Ou un sujet, d'ailleurs, on a parlé de la mutualisation. Alors, je vais vous parler d'une histoire. J'ai travaillé il y a presque 15 ans sur un quartier qui s'appelait Boulogne, les passages de l'Hôtel de Ville, où on avait comme ça une réintervention sur le centre-ville de Boulogne. Et c'est juste pour mettre en perspective, il y a 15 ans, la conception et aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que on va très vite. On va très vite. Il faut être sans cesse dans l'apprentissage. Il y a 15 ans, on amenait déjà cette idée de mixité, de mélanger le commerce avec le logement, d'avoir des cinémas, etc. Mais c'était encore très séparé. Il y avait une approche globale qui faisait très peur. Et aujourd'hui, on a des outils informatiques aussi qui vont bien, qui nous accompagnent, mais il y a aussi une forte volonté de tout le monde de converger vers des équipements plus complexes pour répondre à des exigences plus complexes. Boulogne était une réussite, mais je pense que ce projet-là sera encore plus performant et encore plus réussi. Je l'espère. Bon, c'est un bon message pour terminer cet atelier. Je crois qu'on est à peu près dans le timing. Sauf si on a eu encore une petite question. Eh ben, profitons-en. Allons-y. Bonjour, Prudent Tekara, le Master 2 Développement urbain durable. Donc en fait, quand j'entends parler d'éco-quartier, je m'intéresse surtout à la question de l'eau. Et j'aurais aimé savoir comment vous avez pensé la gestion de l'eau sur un tel projet. Est-ce que vous avez utilisé par exemple des techniques alternatives au renvoi au réseau ou autre? Peut-être Pierre sur ce sujet? Les techniques qu'on a utilisées ne sont pas forcément les plus innovantes parce qu'en termes de gestion de l'eau, il y a beaucoup de techniques qui ont fait leurs preuves. Une des principales qu'on utilise, c'est la végétalisation des toitures, qui est en soi un bassin de rétention pour venir favoriser l'évapotranspiration, pour constituer un bassin tampon avant, pour réguler bien sûr le débit de fuite dans les réseaux communaux. Et puis, ça nous permet également de venir créer un cadre de vie. C'est-à-dire qu'on dépasse le simple côté technique, mais on l'utilise en créant une synergie sur un cadre de vie, sur une végétalisation et sur d'autres thématiques. Donc, principalement, c'est la végétalisation des toitures. Et après, dans la gestion de l'eau aussi, alors il y a les eaux pluviales, on utilise les eaux grises qui sont rejetées par les logements pour venir compléter, faire un appoint de chauffage sur notre réseau énergétique. Voilà pour l'explication sur l'eau. Cette fois-ci, le timing est vraiment passé, donc on va s'arrêter là. Merci à tous les trois pour vos éclairages sur ce projet Nanterre Cœur de Quartier. On se retrouvera peut-être à Nanterre dans quelques années pour découvrir le fruit de votre travail. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci aux équipes de Bouygues qui ont organisé cette conférence. Et si vous êtes encore sur le salon, je vous donne rendez-vous dans 15 petites minutes. On a une autre conférence sur l'espace Rome. On parlera cette fois-ci des lodges, un projet de maison individuelle passive. Bonne journée à tous.